Et bonjour et bienvenue dans ce confinement gesticulé numéro 7, si je ne me trompe pas, où on va parler de la révolution de 1848, qui se fait pour moi dans un moment un petit peu particulier, puisque petit pépin familial, je viens de passer 2 jours à l'hôpital, aucun rapport avec le Covid en fait. C'est là que je me dis que dans les conférences gesticulées, en fait, ce qui motive le fait qu'on fasse cette forme de spectacle, c'est qu'on pense que la théorie ne suffit pas. En fait, il ne suffit pas d'avoir des livres dans lesquels on pose des théories, il ne suffit pas même que soient exprimées ces théories, il ne suffit pas d'avoir des statistiques et des tas de connaissances sur un sujet pour qu'on se l'approprie. Il faut autre chose, il faut quelque chose d'incorporé. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire avec les spectacles, voilà, qui sont ce que Franck Lepage appelle des théories incarnées, hein, c'est-à-dire des gens qui éprouvent et racontent comment ils ont vécu la théorie. Et en fait, un petit pépin familial, alors à un moment donné, les pompiers, les gendarmes, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les pharmaciens, enfin tout le monde intervient. Et là, on se rend compte de ce que ça veut dire la solidarité. La solidarité, c'est pas la gentillesse, c'est pas être bon avec son prochain. La solidarité, c'est quand vous avez un système politique qui dit on laissera personne sur le bas-côté et on soignera tout le monde bien comme il faut. Et s'il y a besoin, il y a donc tout un tas de fonctionnaires qui font leur métier et qui le font bien, en professionnel. Et c'est ça, en fait, la solidarité. C'est quand l'État vous garantit qu'il y a des gens qui seront payés pour bien s'occuper de vous si jamais il y a un problème. Et donc, normalement, ces gens-là devraient être particulièrement bien traités. Ce qui est un petit peu... On est en train de se rendre compte que c'est un petit peu aussi un souci. Et voilà. Et donc, tout ça pour dire que la solidarité, elle ne s'est pas non plus fondée. On n'a pas créé des services publics du jour au lendemain parce qu'on s'est dit, tiens, si on pose la théorie sur le papier, on aurait bien besoin de services publics et de fonctionnaires. Non, non. Ça s'est construit parce qu'il a fallu du temps, de la réflexion et aussi des batailles. Et des batailles qui parfois ont échoué, parfois ont réussi à moitié. Mais donc les choses ne se font pas en un jour. Il y a du conflit dans la société. C'est pas parce qu'une idée est bonne en soi ou en tout cas qu'elle conduit à plus de bien vivre dans la société, c'est pas pour ça qu'elle est acquise, ni dans le fait de la mettre en place, ni dans le fait de la faire durer. Tout ça pour parler des révolutions, une fois de plus. Alors, la révolution de 1848, elle a la particularité d'arriver au moment où le socialisme aussi déboule dans les, comme idée qui va aller plus loin dans le courant démocratique et social qui existait en 93 et qui s'est forgé aussi dans la sans-culotterie, qui avait un nom pour désigner ce courant qui était celui de Babeuf. Et donc les idées, le mouvement ouvrier suite à la révolte des Canuts en 1831, et là, il grandit, il s'organise progressivement, en tout cas il se dote aussi de théories. Et février 1848 éclate la Révolution en France, au même moment où Karl Marx et Friedrich Engels vont sortir le manifeste du Parti communiste. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, en 1830, si vous vous rappelez bien, la Révolution avait mis en place un monarque, Louis-Philippe, qui avait fait un super plan com. Il s'était fait passer pour un révolutionnaire et pour un monarque bourgeois. Alors du coup, un monarque bourgeois n'a pas du tout la majesté, il n'a pas du tout de droit divin, donc du coup, en fait, sa figure va être beaucoup plus facilement mise à mal. Et puis, surtout, son côté réformateur est assez vite mis au placard pour un côté monarque tout court. Et donc, la réforme électorale énerve beaucoup de monde. Et en février 1848, le 22 février, si je ne m'abuse, des ouvriers et étudiants à Paris mènent des révoltes. Le gouvernement démissionne. Néanmoins, l'armée tire sur la foule et pendant la nuit, les corps des personnes mortes vont être promenés au flambeau au cri de vengeance, on égorge le peuple. Voilà. Le lendemain,
Paris se transforme avec des barricades en un mouvement révolutionnaire. Le roi Louis-Philippe finit par abdiquer très rapidement, se sauve, et un gouvernement provisoire est nommé. Quelques mois plus, donc première phase de la Révolution, deuxième phase de la Révolution, juillet 1848, où là, en fait, les réformes qui avaient été proposées, enfin mises en place par le gouvernement provisoire, sont pour la plupart abandonnées. Et il y a des émeutes. Il y a des émeutes à Paris, des barricades, un soulèvement qui va être réprimé dans le sang. Et en fait, cette révolution, elle a la particularité aussi d'être assez bordélique. Au niveau sociologique, en fait, il y a des bourgeois et des ouvriers des deux côtés des barricades. C'est à la fois c'est une révolution interclassiste mêlant des bourgeois et des ouvriers qui vont mener la révolution, mais dans le mouvement contre-révolutionnaire, ça va être également des deux camps sociologiquement. Pour autant, les socialistes, puisque donc c'est le mouvement socialiste est naissant au XIXe siècle, il est naissant et il était plutôt réformateur. Les Fourier, c'est n'importe quoi. Les Fourier, les Saint-Simon, les Proudhon. On voit dans 1848 la possibilité d'un retournement de l'ordre social, mais ne sont pas encore dans un mouvement forcément totalement révolutionnaire. Quant à Marx, il va commencer à théoriser qu'il faut une révolution prolétarienne et qu'il faut arrêter avec l'interclassisme. Il voit dans juillet 48 la première bataille de la lutte des classes. Donc ça va être une révolution qui va laisser des traces parce qu'elle va ensuite aborder une phase de la vie sociale et de la vie politique en Europe qui va être marquée sous le sceau de cette lutte des classes et de ces batailles ouvrières contre la bourgeoisie. Alors partout en Europe, en fait, il y a des mouvements en 1848. On appelle ça le moment du printemps des peuples. Et c'est pas forcément pour les mêmes raisons. Même si février 48 va égrener, alors vous avez des tas de gens qui sont exilés en France, qui vont parcourir l'Europe et qui vont prêcher la Révolution française un peu partout en Europe. Donc il y aura la Révolution française de février 48 va déclencher des mouvements aussi en Europe. Mais par exemple, en Italie, c'est pas forcément lié, c'est pas forcément les mêmes raisons. Néanmoins, il y a des soulèvements partout en Europe. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que bien souvent en Europe, ça a plutôt été des révolutions libérales qui ont pu expérimenter la liberté de la presse, qui ont vu fleurir des tas de journaux, des clubs, la liberté d'expression, etc. Donc on est plutôt sur ce registre, le suffrage universel. Alors qu'en France, la Révolution va porter des revendications sociales. Donc c'est le mouvement issu de la sans-culotterie qui va apporter. Alors on a le 5 mars, le suffrage universel masculin est donc proclamé par le gouvernement provisoire, parce que c'était aussi le berceau de cette révolution, la réforme électorale. Et puis ensuite, il va y avoir donc le fameux Louis Blanc, qui se revendique donc socialiste, entre au gouvernement. Il établit des ateliers nationaux pour fournir de l'emploi. Il proclame le droit au travail et fournir de l'emploi et donc un salaire à de nombreux chômeurs et répondre comme ça à une crise sociale qui est très importante. Ce qu'on voit aussi dans les mouvements qui existent de par l'Europe, c'est qu'il y a des pays où il n'y a pas de révolution. C'est le cas, par exemple, c'est le cas de la Grande-Bretagne de façon générale, avec une monarchie libérale qui se réforme toujours à temps pour éviter que les mouvements de grogne ne grandissent trop. Mais aussi, par exemple, l'Irlande. On voit que l'Irlande, qui a des velléités de se soulever régulièrement et qui pourrait raisonnablement se soulever tellement elle est mise en esclavage par l'Angleterre, l'Irlande ne le fait pas. Et on voit qu'en fait, la révolution des ventres creux, ça n'existe pas.
C'est-à-dire qu'il y a une crise, tous les économistes qui disent « Ah, c'est la crise économique et les difficultés sociales qui ont engendré la révolte », en fait, ça engendre peut-être des révoltes, mais pas forcément des révolutions, et qu'à un moment donné, il faut, autre leçon de 1848, pour qu'une révolution ait lieu, il faut que le pouvoir en place soit délégitimé. Et c'est le cas de Louis-Philippe. Il est délégitimé, son image de monarque bourgeois ne fonctionne plus, cette propagande-là ne fonctionne plus, et donc le pouvoir est délégitimé, et donc il faut un nouveau pouvoir. Quels sont les autres... Ah oui, donc quand même acquis qui va rester de cette révolution, puisque tout va être quasiment remis en question en juillet par la contre-révolution, eh bien, c'est quand même l'abolition de l'esclavage. Donc dans les colonies françaises, il restera ça. Les décrets signés par Victor Schœlcher et issus aussi des révoltes des Noirs mis en esclavage dans les colonies françaises, eh ben, c'est donc l'abolition de l'esclavage. Alors, en 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, qui est président du gouvernement, fait un coup d'État. Il est président, mais il refait un coup d'État. Voilà, et donc ça achève complètement tous les acquis de cette révolution. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement provisoire a mis en place le suffrage universel, et en fait, le courant démocratique et social a complètement raté ces élections. C'est plutôt le courant conservateur qui a gagné. Enfin, c'est même complètement le courant conservateur qui a gagné, parce qu'en fait, ça met aussi en lumière que les révoltes et les barricades, elles sont dans les villes. Or, la France est principalement rurale, avec une espèce de méfiance quand même vis-à-vis de tout ce désordre, etc. Et puis, quand même, toujours cette histoire de la propriété, et des petits propriétaires terriens qui ne voient pas forcément d'un bon œil les idées socialistes. Et donc, en fait, en même temps, les idées libérales commencent à trouver que les ateliers nationaux, c'est pas terrible. Enfin bref, il y a quand même tout un mouvement de réaction vis-à-vis du fait qu'on a peur que 93 revienne, quoi. Alors autant 1830, c'était la révolution qui faisait pas peur à la bourgeoisie, qui faisait plaisir à tout le monde, autant 1848, c'est la révolution qui fait peur. Et il faut tout le temps donner des gages, dire non, on vous promet, on prend pas le drapeau rouge, on choisit plutôt le drapeau tricolore, vous inquiétez pas, etc. Donc il faut donner des gages, et en même temps, quand en juillet 48, les ateliers nationaux sont fermés, et que donc 120 000 personnes se retrouvent de nouveau au chômage et sans indemnité évidemment, et sans pouvoir manger, et ben, il y a des révoltes. Et ces révoltes, elles vont être réprimées très sévèrement. Il y a plus de 5 000 morts et 25 000 incarcérés, emprisonnés, enfin je sais pas comment on dit, arrêtés. Et en fait, la répression va être vraiment terrible. Et vraiment, c'est l'idée, il faut tuer ce mouvement socialiste dans l'œuf. Alors oui, les socialistes, et notamment Marx, vont voir dans cette défaite une défaite cinglante, mais le chemin qu'il faut... ça ouvre... À la fois, c'est une défaite cinglante, et à la fois, ça ouvre le chemin. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. À part que cette histoire de pouvoir délégitimé et de propagande, ça m'a donné envie de vous faire découvrir la conférence gesticulée de Floem, qui s'appelle Vote, vieux mégots et propagande. Et donc qui raconte comment on peut manipuler, alors pas du tout au 19e siècle, mais comment on peut manipuler habilement l'opinion et l'être humain de telle manière à lui faire passer des conneries pour du progrès, et comment on peut du coup aussi se défendre face à la langue de bois, face à la propagande, et comment on peut mieux informer le mouvement social pour que les révolutions puissent continuer, non seulement à se faire, mais à ne pas se contrefaire. Voilà, et bien écoutez, portez-vous bien, et puis vive le service public.